Bonsoir les croqueuses et les croqueuses, bienvenue sur Niap et comme dans le titre c'est tout dit, on est de retour après un petit moment d'absence suite à des soucis techniques. Nous revoilà avec le grand patron qu'on appelle Valentin. Salut Valentin. Bien entendu, bien entendu, on va retrouver celui qui nous speed sur la route de tel qu'en grande ligne BD, notre ami Julien. Salut Bonsoir à tout le Julien. monde. Elle est notre illustratrice en chef. Elle lit le sel de la mer Noire lorsqu'elle perd une game. Liu. Salut Liu. Salut! Et pour, comme d'habitude, pour présenter, parce qu'il se réserve le droit d'être le dernier et le meilleur, c'est moi, Bakelo. Salut les gens et soyez les bienvenus sur Nia. Merci pour cette grande intro, Bakelo. Effectivement, on garde le meilleur pour la fin, donc c'est normal que ce soit toi qui termine les présentations. On est de retour, comme tu le signalais. Effectivement, il y a eu quelques galères de réseau, d'internet, de matériel, mais tout ça fonctionne bien. Donc, on vous propose ce soir un live pour vous partager des news et puis nos lectures du moment. Et je vous propose, sauf si quelqu'un a quelque chose à dire, mais je vous propose de commencer maintenant. Et vu que c'est moi qui parle, du coup, je vais commencer moi. Voilà. Donc si ça vous convient, on fait comme ça. Les news comme prévu. Les news par Julien. Alors, du coup, première news, donc elle était fraîche il y a quelques semaines, mais bon, c'est toujours important. C'est donc le succès pour le financement des intégrales 4 et intégrale 5. Normalement, il y a une image qui passe de la série Giant Days. Alors, la série Giant Days est éditée chez Achilleos. Il y a eu 6 numéros jusqu'à présent. C'est un comics, on peut dire, qui est anglais et américain. Qui est édité chez Boom Studio aux États-Unis, qui a été traduit donc en français et édité par Achilleos, comme je viens de le dire. Il y a eu 6 numéros individuels qui sont parus, et la série, je pense, a eu du mal à trouver un public, donc Achilleos les a réédités en intégrale, et du coup, là, il s'agit de publier les intégrales 4 et 5. Qu'est-ce que c'est Giant Days, pour faire très rapidement? J'en reparlerai, en fait, quand j'aurai les intégrales, puisque j'ai participé au financement. C'est comme un sitcom, en fait, c'est une bande d'étudiantes, de 3 copines et de leurs amis, où on découvre les galères, les joies, les peines, et toute leur vie quotidienne et leurs études. Voilà. Donc ça, c'est la première news. Moi, pourquoi j'en parle? Parce que je trouve que c'est une série qui est hyper qualitative. D'autres gens qui font des vidéos sur Internet en ont parlé. Et voilà, c'est une série feel good et c'est toujours intéressant de lire ça. Je ferai certainement une vidéo dédiée quand ça paraîtra, puisqu'en plus d'être financé, ça sortira en librairie. La deuxième news, pour faire vite, c'est donc en fait Phileas. Phileas, éditeur dont on vous a déjà parlé à plusieurs reprises. On a même fait un live sur Les Déracinés. Et c'est le programme de parution en fait sur juin, sur l'année. Donc l'autobiographie d'une courgette par Camille K et Ingrid Chabert d'après Gilles Paris, le roman vient de sortir. Il est disponible. Vous le trouverez en librairie. Et puis on a, alors j'ai pas forcément d'illustration, mais on en reparlera au gré des lives. On a L'île des oubliés qui sortira à la rentrée, L'agence des invisibles qui est signé Marc Lévy, Sylvain Runberg et SP qui avait fait le col de Pi qui sort au mois de septembre, Gattaca qui est la suite du syndrome E qui est déjà paru par Runberg et Brahi qui sort en septembre aussi, Seul le silence qui est l'adaptation d'un roman de R.J. et Laurie qui sortira pour les fêtes avec un dessin de Fabrice Collin et Richard Guérino. Peut-être un scénariste aussi, Fabrice Collin. Goat Mountain sortira pour les fêtes. La Nuit des Temps, le tome 1 par Christian Demeter sortira pour les fêtes. Et ça fera plaisir à notre ami Valentin. Vu le film qu'il vient de faire, je te le confirme. Et enfin, le mystère rue des Saints-Pères qui est en fait adapté de la série des enquêtes de Victor Legris, signé par J.D. Morvan et Bruno Basile, sortira également pour les fêtes. On ne manquera pas de vous parler de tout ça, puisqu'il y a des choses sympathiques à aborder. Voilà pour moi. Je laisse la parole à Valentin.
Oui, parce que dans l'actu récente en matière de bande dessinée, il y a un autre sujet, peut-être un poil moins éditorial, mais plus politique pour le coup. Comme chaque année, vous devez le savoir, il y a des prix pour Angoulême, et il se trouve que là, Angoulême est séparé en plusieurs parties, dont une partie qui aura lieu au mois de juin. Et il se trouve qu'il y a donc le Grand Prix d'Angoulême qui n'a pas encore été remis. Et comme chaque année, donc, les auteurs professionnels sont invités à voter pour l'un de leurs pairs pour que la personne puisse remporter un prix. Et cette année, donc, il y a un collectif d'auteurs en colère qui a décidé de voter non pas pour un auteur de bande dessinée, mais pour Bruno Racine, qui avait porté il y a quelques années un rapport faisant l'état des dysfonctionnements de leur profession et dressant les solutions qui pourraient contrebalancer, on va dire, la précarité des auteurs. Un rapport qui, pour beaucoup d'organisations d'auteurs, avait été salué, mais qui, à leurs yeux en tout cas, n'a pas été suffisamment impliqué et ni suivi d'ailleurs. Et donc, c'est dans un signe un peu militant qu'ils ont décidé de voter pour Bruno Racine. Il se trouve que le festival d'Angoulême a décidé de balayer d'un revers de main cette candidature, estimant que c'était pas un auteur de BD et que du coup il n'était pas légitime pour faire partie du prix. Donc ça a un peu fait grincer des dents du côté des auteurs. Et comme chaque année, on ne sait pas concrètement combien il y a de votes pour chacun, donc on ne sait pas si ce vote était majoritaire ou si c'était un épiphénomène lié juste à quelques organisations. Ce qui est sûr, c'est que juste une pause. Ouais. Sur les réseaux, il y a beaucoup. Enfin, moi, je suis des auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont affiché en fait leur vote, alors qu'ils le font de manière générale. Hein. Et là, il y a beaucoup d'auteurs qui ont affiché leur vote pour justement Bruno Racine. Donc en fait, ça a dû prendre une ampleur assez conséquente. Et ce qui est un peu gênant aussi et dénoncé, c'est que c'est un peu la boîte noire, c'est-à-dire que les auteurs et les autrices votent pour quelqu'un, mais on ne sait pas concrètement combien chacun a accumulé de voix, ce qui fait que le nom de Bruno Racine a été écarté, mais du coup on ne sait pas si si ça a été massivement suivi ou les organisateurs en tout cas de ce prix disent que c'était vraiment anecdotique par rapport au vote, mais on n'a pas la capacité, nous en tout cas de l'extérieur, de vérifier que c'est bien le cas, donc c'est un peu dommage. En tout cas dans les finalistes pour ce prix, il y a Pénélope Bagieux, qui est une autrice assez implantée et assez connue. On a Catherine Meurice, qui était notamment qui travaillait à une époque à Charlie Hebdo, et on a Chris Ware. Alors Chris Ware, c'est juste la 4e année consécutive qui fait partie des finalistes. Donc c'est un peu toujours les mêmes noms qui reviennent plus ou moins d'année en année. À titre personnel, moi je me lasse un peu de revoir à chaque fois les mêmes personnes qui reviennent. On peut en revanche saluer que dans les 3 finalistes, il y a quand même 2 femmes. Ça aurait sans doute été moins le cas il y a quelques années. C'est quand même plutôt positif. Donc il y a en tout cas 2 possibilités sur 3 d'avoir une autrice en finaliste de ce prix-là. Donc c'est plutôt cool pour le coup. 2 choses à dire. Je suis d'accord avec toi, effectivement. On retrouve dans ces sélections toujours des auteurs un peu hypés. En fait, il n'y a pas d'auteurs de BD qu'on lit quotidiennement, etc. Enfin, voilà, c'est dommage. Simplement, côté auteur, on sent bien que la colère monte tout doucement, gentiment. Mais la colère monte et le gouvernement visiblement fait la sourde oreille. J'irai pas plus loin, je suis pas là pour faire de la politique. Et deuxièmement, Chris Ware, c'est toujours intéressant. J'ai jamais osé me lancer dans un des pavés qui sort, parce qu'à chaque fois, c'est des albums qui sont très conceptuels, très chers, et du coup, c'est compliqué de mettre 50 balles dans un album pour quelque chose qui est de la BD, mais qui est plus du roman graphique au final. Donc c'est toujours assez distinctif. Je comprends qu'on veuille saluer un auteur comme lui, mais encore une fois, c'est pas de la BD au sens premier du terme, et c'est peut-être un peu dommage. Voilà. Si je voulais jeter un pavé dans la mare, je dirais que c'est un peu l'élitisme du festival qui répète ce genre de schéma. Après, pour Chris Ware, il y a Libération qui a fait un super article justement pour expliquer un peu son parcours et qui a rappelé que souvent chaque année, s'il n'était pas en tout cas gagnant de ce prix-là, parmi les phénomènes expliquant justement cet échec, c'était potentiellement le fait que son œuvre était peu accessible et que beaucoup d'auteurs ne s'y étaient pas forcément engagés et que du coup ils avaient du mal à suivre cette proposition. Mais il n'empêche qu'il ressort chaque année, donc j'ose espérer que du coup c'est quand même un choix de certains auteurs malgré tout, que c'est pas quelque chose qui a été piloté, mais a priori il a ses chances une année supplémentaire pour le prix, donc on verra bien dans les prochaines semaines ce qui ressortira de cette sélection. Pour ma part, j'aurais une question par rapport à ça, au fait que ce mec a été nominé quand même pour la 4e année consécutive. C'est que, est-ce que
il a fait une BD chaque année, donc là, ça serait pour à chaque fois une nouvelle BD, ou c'est toujours que pour l'entièreté de son œuvre. Alors, C'est ça que le Grand moi, Prix, j'aimerais c'est un peu savoir. particulier. C'est pas vraiment comme le Fauve d'Angoulême qui récompense des albums. Mhm. Là, le Grand Prix, ça récompense une carrière. Donc, ça récompense, on va dire, un auteur pour l'ensemble de son travail au cours de sa carrière. Et Bon, pour après, donner un élément de réponse supplémentaire, c'est pas un auteur qui va faire une BD tous les ans. En fait, c'est un auteur qui travaille sur des formats différents. Il a fait des formats énormes. Souvent, c'est du 300 pages ou 400 pages avec une narration qui est très spécifique. Et donc, c'est un travail qui, lui, va lui prendre plusieurs années. Donc, voilà. Voilà. Et Bon. ben, next. Et alors, Encore une là, fois, le meilleur pour la fin. Voilà. alors comme certains peuvent s'en douter, au début, et ceux qui suivent surtout l'actualité manga, au début du mois de mai, un très grand auteur de manga est décédé, Moera, le créateur, dessinateur et scénariste de Berserk, celui qui a réussi à mettre une beauté dans les lignes graphiques à la violence la plus extrême. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours interprété, en tout cas, ces mangas. Déjà, les premiers sont très très beaux, très bien travaillés, n'a pas cessé de s'améliorer au fur et à mesure de son œuvre. Alors, c'est un homme qui était malade et qui, lors d'une interview, avait révélé qu'il espérait pouvoir terminer son manga avant, malheureusement, de mourir, parce qu'il se savait d'une constitution fragile et qu'il risquait malheureusement de ne pas vivre assez vieux pour le faire. Il semblerait qu'un de ses assistants connaîtrait la fin de son manga. Pour le moment, il s'est proposé de terminer le manga, mais le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est qu'on ne sait pas, c'est que sa question s'est posée aux fans ou à la maison d'édition qui publie donc le manga au Japon, qui a les droits, ou est-ce que c'est même une question qui est posée aux deux. Pour le moment, il n'y a pas eu de retour. C'est une information qui traîne énormément. J'ai essayé de remonter quand même au niveau de la source pour savoir quand est-ce que ça a été dit, quand est-ce que ça a été publié, tout ça. J'avoue que pour le moment, j'ai pas réussi à remonter jusqu'au bout. Mais beaucoup de sites en ont parlé. Alors, je vais mettre entre guillemets quand même le site de Hightech. Ils n'ont pas pour vocation de mettre des conneries, surtout dans tout ce qui est de l'univers geek. Donc je pense que quand même, il doit être sûr de la source. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de mangas, il y a eu des mangaka qui malheureusement sont décédés avant la fin des œuvres, et pas seulement dans le milieu du manga, dans le milieu de la bande dessinée, que ça soit franco-belge ou comics. Donc là, vu qu'il y a un assistant qui connaît la fin, peut-être qu'une œuvre verra quand même la fin. Espérons que ça soit la vision que ça sera l'auteur tel qu'il l'a vu et imaginé. Et je sais qu'il y en a qui sont en train de prier à l'heure actuelle pour que l'auteur de One Piece le termine de son vivant, vu que c'est un mec qui dort à peu près, d'après ses déclarations, 3 heures par nuit et qui travaille quasiment 7 jours sur 7. L'auteur de Berserk, c'était le cas déjà. Hein. Il y a des nuits où il dormait pas et c'était un acharné au boulot. Hein. Ça a été, Ouais, mais alors ça fait un storm sheet par rapport à ça. Comme quoi les conditions des mangaka, blablabla. Alors c'est vrai. Ils ont pas forcément, quand ils démarrent et tout, ils ont pas une condition vraiment du tout enviable. Mais l'assistant de l'auteur de Berserk a quand même tenu à rétablir, on va dire, la vérité là-dessus, c'est que ces dernières années, ces dernières décennies, il avait plutôt un train de vie confortable, donc il n'était pas à dormir 3 heures par nuit et tout. Donc pour lui, c'était pas son. C'était un exemple. Voilà, c'était un exemple que j'ai vu. Ce que j'ai compris en fait, c'est que c'est pas qu'il travaillait comme un ouf pour gagner de quoi manger. C'est pas ça qui a été annoncé. C'est que le gars était tellement précis dans son travail et avait moi c'est comme ça que je l'ai compris, avait de telles exigences par rapport à la qualité de son travail que le gars il était prêt à passer du temps sans problème. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que ça a été. Il n'y a pas beaucoup de mangaka et il n'y a pas beaucoup de mangaka qui peuvent se permettre ça parce que la plupart sont Ah oui, non, mais attention au niveau des détails, Berserk, il est hors classement ce mec. C'est l'œuvre qui est totalement hors classement. Je lirai le premier, j'ai pas lu effectivement, je pense que je lirai le premier. Alors je suis pas spécialement attiré par le dessin de saison, c'est pas le problème. C'est très spécial au début, c'est très trash.
Alors, Ouais. c'est pas pour rien que c'est quand même une œuvre qui est vraiment destinée à un public adulte, parce que même la naissance du héros, je crois que c'est l'une des naissances Oui, les oui, plus oui. hardcore que j'ai vues. J'ai vu, alors je sais plus qui a fait une vidéo là-dessus, je sais pas si c'est pas Alt 236 ou un truc comme ça sur YouTube, mais j'ai vu une vidéo qui raconte effectivement le manga sans trop spoiler et rentrer dans les détails. Tout C'est à ça qui fait. m'a donné envie d'y aller. Donc ouais, je pense que j'irai, mais j'ai d'autres trucs à lire avant quoi. Voilà. C'est ça le problème quand on commence une BD, on a d'autres BD qui se penchent derrière. En tout cas, voilà la news que j'avais vis-à-vis de l'œuvre Berserk, tout ça, et par rapport à Moira. Eh ben parfait, merci Bakelo. Alors l'enchaînement est génial, hein, parce que de quoi on va parler maintenant? On va rentrer dans la partie lecture. Et c'est Bibi qui commence, voilà, c'est le meilleur qui termine et c'est Bibi qui commence encore une fois. Et ben on va parler d'un manga, voilà. Et donc je vous parle de Yawara, en fait, Yawara, alors que pour être totalement transparent, qui est un service de presse en fait que j'avais demandé chez Kana il y a quelques temps, que j'ai mis un peu de temps à traiter. Euh, donc je les remercie au passage pour l'envoi. Et pourquoi j'ai demandé Yawara? Alors je vais vous montrer quelques albums, mais du coup je pense que ça vous parlera. Yawara est signé Naoki Urasawa, voilà. Et Naoki Urasawa, c'est le créateur de Monster. C'est le créateur de ce qui est probablement mon manga préféré, Master Keaton, voilà. Et puis plus récemment, ce monsieur a travaillé sur Asadora, dont je vous avais parlé sur YouTube. Vous pourrez retrouver la vidéo, on la mettra éventuellement en commentaire. Alors, pour vous parler très vite de Yawara, Yawara est un manga sur le judo en fait. Et l'héroïne qui s'appelle Yawara, en fait, est entraînée par son grand-père. Son grand-père est un champion de judo, un judoka à la retraite et un très célèbre judoka au Japon. Et en fait, il l'entraîne dans le plus grand secret. Et du coup, comment dire, elle est une jeune fille, une adolescente qui, en fait, du judo, elle suit l'entraînement de son grand-père, mais elle s'en fout royalement. Ce qui l'intéresse, c'est, comme les jeunes filles de son âge, hein, c'est les garçons, c'est faire du shopping, les soldes, c'est sortir, etc. Sauf que son grand-père lui inculque une hygiène de vie pour être efficace. Et il la destine, en fait, il entretient le secret sur les capacités, parce qu'elle est très bonne judokate. Je sais pas si ça se dit, mais enfin, je vais dire judokate. Judoka, normalement, ça suffit. Voilà, bon, ben, judokate, parce que voilà, ici, si jamais on nous dit qu'il faut marquer que c'est féminin, ben, on va dire judokate. Voilà. Et donc, du coup, voilà, il entretient le secret et il la destine secrètement aux Jeux Olympiques. Ce qui est sympa, c'est qu'elle va rencontrer une ennemie et que du coup la tension va monter. Ça a été écrit avant et surtout dessiné avant Master Keaton et avant Monster, donc c'était pas ressorti, ça n'avait pas été publié en France. Le gros avantage pour moi de cet album-là, alors le dessin, normalement vous voyez une page circuler, je peux vous en montrer d'autres, mais vous verrez pas grand-chose, c'est que c'est une comédie, quoi. C'est l'aspect comédie. Ça parle de judo sans que ce soit trop présent. C'est très divertissant. Il y a de l'humour, il y a les personnages, il y a de l'action, sans que ce soit hyper dynamique non plus. Mais voilà, on pourrait comparer ça à une comédie. Et ce qui est fort, c'est qu'avec le trait de Urasawa, pour les gens qui lisent couramment de la BD et qui veulent commencer du manga, le trait d'Urasawa permet de faire le pont, en fait. Autant, je pense que si vous regardez du One Piece ou du Berserk qu'on évoquait tout à l'heure, le trait, la narration, etc. est tellement différente que ça va être difficile. Avec des choses comme ça, vous pouvez vous lancer sur le manga et ça, c'est très plaisant. Donc, Urasawa, Yawara, et allez-y, faites-vous plaisir. En plus, le tome est assez épais, il y a un cycle, il y a de quoi faire, quoi. Voilà. On enchaîne avec une autre BD. Alors, je vous avais parlé dans une vidéo l'année dernière du Convoyeur, qui est signé notamment par Dimitri Armand, qui est un de mes dessinateurs préférés. Je vous engage à aller voir cette vidéo qui détaille le dessin et donc l'histoire de cette BD. Pour faire court, en fait, c'est un virus qui a ravagé la planète, mais c'est pas le Covid. Ça s'appelle la rouille, et la rouille, du coup, s'attaque au fer, mais s'attaque au fer sur les choses matérielles, mais également au fer qu'on a dans le sang, et ça occasionne des mutations, et voilà. Donc on est dans ce qu'on nous voit au départ comme du post-apo, mais à la lecture, en fait, du premier tome, on arrive dans ce que moi j'appellerais
du fantastique post-apo punk. Voilà, c'est un peu, vous y prenez ce que vous voulez, mais il y a une vraie richesse d'écriture, il y a de l'originalité dans cet univers-là. Et la conclusion de ma vidéo, je vais vous la dire, même si je vous engage à aller la lire, c'était de dire, ça livre une histoire complète, mais ça laisse des choses en suspens pour y répondre plus tard. Et il y avait un intérêt déjà. Et j'étais impatient de lire ce tome 2. Alors, le tome 2, le voici. Je l'ai acheté à sa sortie, il est sorti il y a 15 jours ou 3 semaines. J'aime beaucoup, et j'aime beaucoup pour une raison supplémentaire, c'est que c'est complètement inattendu. C'est-à-dire que ça va répondre aux questions en suspens, ça va en poser de nouvelles, c'est encore une histoire à part entière. Lire le tome 2 sans lire le tome 1, c'est pas possible, il vaut mieux lire les deux tomes. Et du coup, ce qui m'a surpris, c'est l'imprévu. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a toujours cette qualité d'écriture. On reste dans ce fantastique post-apo punk avec des choses plus ou moins crues d'ailleurs. C'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. Il y a toujours le dessin de Armand qui est génial. Et le scénariste Tristan Rouleau fait du très bon boulot. Je vous passe les pages, il y en a une qui défile normalement. Mais j'ai vraiment été, et c'est vraiment pour ça que je vous en parle, si vous avez aimé le premier, le deuxième vous surprendra tout en vous plaisant. C'est vraiment quelque chose à marquer, et j'aime beaucoup ce genre de série justement qui nous surprend et qui cultive une originalité quand d'autres font durer le plaisir jusqu'à l'épuisement et on se perd. Dernier album, et après je passe la main, ça s'appelle Nautilus. Alors, c'était paru au Lombard. Je reviens sur le tome 2, je leur fais de la pub. Convoyeur, tome 2, c'est paru au Lombard. Nautilus. Pourquoi Nautilus? C'est bien. Et ben en fait, je vais faire très court. Moi, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un très bon album. Et en fait, ça parle du Nautilus et ça s'inspire des œuvres de Jules Verne et de Rudyard Kipling. Kipling, c'est le livre de la jungle, et Jules Verne, c'est notamment l'inventeur en fait du Capitaine Nemo et de 20 milieux sous les mers. En fait, ça reprend des personnages un peu à la manière de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Voilà, un peu. Ça reprend des personnages de la littérature fantastique. Et du coup, on se situe en 1899 dans un monde où deux puissances s'affrontent, l'Angleterre et la Russie. Il y a des nations alliées. On est vraiment dans une histoire d'espionnage. Nemo a disparu, c'est presque une légende. Le Nautilus également, et on va suivre Kimball O'Hara, qui est un personnage à l'origine qui a été écrit par Kipling et qui a des racines, on va dire, anglaises et indiennes. La nation indienne étant alliée effectivement de l'Angleterre, comme on peut le deviner. Et du coup, en fait, ça pose les bases de ce que va être la série. Alors, a priori, ils annoncent 3 tomes, dont un prochain tome qui sort en octobre. Voilà, je regarde l'album en plus. Mais c'est notable parce qu'encore une fois, il y a une originalité dans l'écriture et le dessin en fait du dessinateur qui est... Attendez, je vais reprendre pour être précis. Non, c'est à la fin. Bon, bah c'est à la fin. On va y arriver, hein. On va y arriver. Mathieu Mariol est le dessinateur ou... Eh ben, c'est pas écrit. Donc, j'en reviendrai. Bref, Mathieu Mariol et Gwenaël Grabowski. J'ai vraiment loupé un truc ou pas? Non, bah, j'ai loupé un truc. Même sur la Bref, 4ème de allez-y. couverture? Ouais, non, c'est pas forcément très clair. Et puis, vu que j'ai déjà assez parlé, donc je vous conseille Nautilus parce qu'il y a une vraie originalité et encore une fois, c'est hyper cool à lire. Et je laisse la parole à Louis You. Du coup, moi, je vais vous présenter en premier lieu le nouveau tome des Maîtres Inquisiteurs qui est sorti il y a très très peu de temps, que je revois ça. Il est sorti là le 21, voilà, le 21 avril. Donc c'est vraiment très très récent. Alors c'est pas forcément du coup tout le monde, mais moi j'aime toujours la série. C'est peut-être pas mon tome préféré, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on part sur qu'on prend un tournant dans la saga. C'est un début de cycle, une fin de cycle, non, c'est quoi? Alors, c'est pas un début de cycle, ça c'est clair. C'est plutôt une fin, je dirais, là, pour le coup. C'est le tome, donc, du coup. Ouais, c'est un milieu de cycle, on va dire. Allez, un petit milieu de cycle, on va dire. Donc, c'est le tome 16, Tal. Je pense que ça se prononce comme ça. Où
justement, bah du coup, on va suivre les aventures de deux maîtres inquisiteurs, contrairement où on suivait des binômes jusque-là d'un maître inquisiteur et de son elfe. On va suivre donc deux maîtres inquisiteurs dans une autre sorte d'enquête. Alors moi, ce qui m'a plutôt marqué dans ce tome, c'est comment dire, il est plus sombre et il est moins lumineux dans la colo, dans le traitement graphique. Il est plus sombre, il est moins lumineux. En même temps, là, c'est cohérent. C'est sur la gratuité, voilà, c'est fait. Ça c'est fait. Non, mais on rentre beaucoup plus. Enfin, après, pour ceux qui sont coutumiers des maîtres inquisiteurs, bon, bah, c'est de l'enquête, hein, c'est tout simplement, c'est comme d'habitude, il se passe un truc, hop, on envoie les maîtres inquisiteurs, ils enquêtent. C'est sur fond de médiéval fantastique quand même, c'est ça, si je me trompe pas. Oui, bah toujours, hein. Non, mais comme 16. Peut-être le repréciser en fait pour les gens qui connaissent pas la série. Oui, bah oui, c'est du médiéval fantastique, un petit peu, voilà, avec tout ce que comprend le médiéval fantastique, donc de la magie, des elfes, voilà. Et les auteurs, c'est qui du coup ? De la chic et du mola. Alors, bah, c'est Cordurier et Popescu, comme d'habitude. D'accord, ok. Chez qui ? Non, comme d'habitude, non. Popescu, il est au dessin. Au scénario, on a Cordurier et aux couleurs, on a les studios Watermark. Voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je sais pas, je le trouve un peu changé par rapport aux autres tomes. Je sais pas, comme je te dis, il a plus d'utilisation d'encre noire. Il est plus dans la veine justement d'Elric dont je parlerai tout à l'heure, mais il est dans le traitement graphique, il y a quelque chose de différent. Je saurais pas vraiment t'expliquer quoi, mais il y a quelque chose de différent qui est pas pour me déplaire. Franchement, qui est pas pour me déplaire. Par rapport au tome 1, où alors je ne sais plus avec qui j'en avais discuté, si c'était Bakelo ou Valentin, que je t'ai porté à lire le tome 1, que t'avais pas trop aimé à cause des couleurs. C'était aussi un petit peu moi. Ouais. C'était un peu particulier. Moi, j'ai pas trop aimé, mais c'est pas à cause des couleurs en fait. C'est que, pour faire le lien juste avec ce que je disais tout à l'heure, c'est pour moi, c'est des séries qui se renouvellent peu et qui abordent toujours les mêmes thèmes. Alors je dis pas, hein, ça plaît à des gens et tant mieux, si les lecteurs y trouvent un certain plaisir de lecture. Moi j'ai l'impression de relire le même album que Elf par exemple, parce qu'on tourne toujours autour des mêmes trucs, donc voilà. J'ai fait ma petite parenthèse de merde, voilà, c'est bon, maintenant on peut continuer. C'est legit, écoute. Non, mais moi je trouve qu'il y a une évolution quand même constante, que ce soit au niveau du dessin, au niveau du scénario. Il y a vraiment quelque chose qui se suit. Pour moi, c'est pas juste de redondance. Oui, forcément, bah c'est toujours. Si tu pars par là, c'est toujours la même chose. Il se passe un truc, il y a une enquête, ils envoient le maître inquisiteur, mais ça présente le maître inquisiteur, et puis à la fin du cycle, bah il y a toute la Dream Team, on va dire ça comme ça, qui s'en va se foutre sur la gueule avec un gros méchant, et puis voilà quoi, tu vois, c'est. Et à la fin, il meurt. Non. Je vais éviter Non, les spoils. en fait, à la fin, on découvre que c'était le juge la fin. Non, Pour ceux qui auront le référent. Je peux pas partir par là parce qu'après c'est du spoil et j'aime pas spoiler. Non, mais là c'était une référence à la con. Donc voilà, donc non, on est toujours dans la même veine, mais je trouve qu'il y a il y a clairement une évolution graphique qui est pas pour me déplaire, très franchement. Toujours intéressant. Et puis donc là on est arrivé, ça fait combien sur ce cycle-là? On est sur le cycle 3, 1, 2, 3, 4. C'est le 4e tome donc du cycle 3 et le prochain à apparaître donc c'est Elechiad. Voilà. Ok. Donc là pour moi, du coup. Ouais. T'avais qu'un album? Non. Bah si, j'ai Elric aussi, mais je sais pas, je le présente tout de suite ou... Bah écoute, ouais. Là, je suis désolé, je le rappelle, que là c'est pour moi. Louis, je vais te demander un truc sur Elric. Évite de spoil pour juste les bases. C'est une série que j'ai pas lue, j'ai acheté le tome 1 très récemment, donc voilà. D'accord, y a pas de souci. Donc bah du coup, ça va être compliqué de fais la base. Hein. C'est bon, on sait à peu près de quoi ça parle, mais voilà. Bah après, Elric, voilà, pour les néophytes, hein, on va dire ça comme ça, c'est donc le cycle j'arrive jamais à le dire.
Melniboné, voilà, c'est le cycle premier donc de Melniboné, où ça raconte justement l'histoire d'un elfe et de son royaume, hein, tout simplement, qui va partir en quête de. C'est pareil, je ne peux pas trop en raconter. Enfin, il va partir en quête, voilà, il va faire sa quête, voilà. Il a pris sa quête au PNJ, il va faire sa quête. Et c'est surtout une adaptation donc, de l'œuvre de Michael Moorcock, je pense que je prononce bien, qui est quand même un monument dans la Dark Fantasy, hein, parce que là, clairement, on est dans la Dark Fantasy, c'est vraiment pas à mettre dans les mains de tout le monde. C'est vraiment trash, hein. Là c'est vraiment des pactes, des nécromants, du sang, enfin voilà, tout ce qu'on veut, toutes les joyeusetés. Et donc pour ce tome 4, qui conclut justement donc le premier cycle Melniboné, je trouve que c'est une très belle conclusion et qui appelle à la suite justement à une prochaine parution. Mais du coup, je peux pas trop le spoiler parce que, voilà. Hein. Mais pareil, sur le côté graphique, on est très, pareil encore une fois, hein, très sombre. Mais c'est pas entre le premier tome et le quatrième tome, il y a une énorme évolution. Alors, je suis désolée, il y a eu un changement de dessinateur, moi ce que j'ai lu. Il y avait notamment un groupe de dessinateurs qui travaillaient dessus. Il y a Robin Recht qui est sur le premier notamment, qui avait signé également un Conan dont j'avais parlé il y a longtemps dans un club. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait eu un changement de dessinateur sur les tomes 2 et 3 et que du coup, en fait, il y a toujours a priori un équilibre graphique, c'est ce que j'ai entendu. Il y a un équilibre graphique, mais très honnêtement, il y a une évolution vraiment très intéressante. Je peux pas. C'est à la fois c'est un trait beaucoup plus brut qu'au début, mais qui colle beaucoup mieux quelque part, je dirais, au caractère dur de l'histoire. C'est là, je crois la couleur, c'est qui? C'est Stéphane Petro. On a Stéphane Petro à la couleur et en storyboard et design on a Julien Tello et Ronan Touloa. Donc Touloa, hein, il n'y a plus besoin de le présenter, je pense. C'est un monument aussi. Et moi, limite, c'est un dieu pour moi en fait, parce que. Mais oui. Le roi des ribots, moi c'est bon, je crois que ce mec-là, je me mets à genoux en fait et je prie Ronan Touloa. C'est ça. Ce qui est super intéressant aussi, du coup, c'est la psychologie du personnage principal. Contrairement à pas mal d'histoires d'heroic fantasy et tout, on n'est pas en présence d'un méta-héros. Je peux pas dire qu'on soit en présence d'un méta-héros. Bien sûr qu'il a ses capacités, mais là on est plus face à un souverain qui se retrouve un petit peu malgré lui face à son destin. Et qui part en introspection. Voilà, si je dois résumer vraiment le premier cycle, il part vraiment en introspection et il essaye de faire de son mieux. Il essaye d'abord de passer outre sa destinée un petit peu tragique, on va dire ça comme ça. Et puis il va évoluer avec ça, il va grandir avec ça, et puis il va faire des rencontres qui amène les rencontres qu'il va faire vont façonner le personnage d'une manière très intéressante qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder dans ce genre d'album de trash fantasy où on est sur des gros billes qui foncent dans le tas, qui en ont rien à foutre de rien. Là, si je devais le comparer, il ressemblerait plus à Drist en fait. Voilà, si j'ai une comparaison un peu directe à faire, il me fait penser à Drist, donc des royaumes oubliés, l'elfe noir, le Drô. Voilà. Alors, Drist, je connais pas, mais ce que tu viens de me dire me donne encore plus envie de le lire, donc je regrette pas de l'avoir acheté. Voilà. C'était un bon investissement. Tu vas te régaler au niveau des couleurs et tout ça. C'est magnifique. Hein. J'ai vu, donc là, j'ai montré un petit peu sur le live quelques illustrations que Liu m'a envoyées pour donc montrer l'œuvre. Et c'est vrai qu'il y a un travail qui est vraiment énorme, quoi. Et là, qu'on me dit qu'il y a un gars qui a travaillé sur les œuvres de Conan dessus, franchement, oui, on voit que le mec, il devait y avoir de la maîtrise au-delà de la dark fantasy, de pouvoir illustrer aussi bien quelque chose
de la grandeur que de la puissance en même temps. Et ça, on n'en retrouve pas très souvent. Alors, Et ce surtout qui m'a- face ce à une qui- faiblesse énorme qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans ce genre de héros en fait, hein, Mm. parce qu'on rappelle, il est quand même le souverain de Mélimbodé, quoi. Il a cette réputation d'être impitoyable, de générer des carnages, de faire des offrandes. Comment qu'il s'appelle j'ai perdu son nom. Enfin, un dieu. Alors, Voilà. je fais juste, pendant que tu cherches le nom, Ah, vas-y, vas-y. non, je fais juste que ce qui m'a aussi incité à acheter l'album, outre que j'ai vu une vidéo sur YouTube, tu parlais de Conan en fait, et j'adore la collection Conan qu'a fait Glénat. Autant Panini et Marvel, j'ai du mal parce que on est sur quelque chose qui est très proche du comics et scénaristiquement c'est pas très riche. Là, le fait de laisser libre cours à un duo d'auteurs ou à un seul auteur pour un album où chaque auteur peut s'exprimer, peut faire un album qui est quali, on prend quand même le temps de développer des choses. Il y a de très belles choses, et quand j'ai vu que c'est Glénat effectivement qui a édité Elric aussi, un peu dans la même veine en tout cas de ce qui transparaît sur l'édition, je me suis dit oui, Elric, ça a toutes les chances d'être bon, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ça aussi. Bah, J'ai pas été payé par Glénat. Voilà. Ouais, non, je me doute bien, mais enfin, ça me fait plaisir que tu dises que tu l'as acheté parce que d'habitude c'est vraiment pas ta cam. Mais là, je pense qu'il y a vraiment une J'ai profondeur de toujours peur. caractère et. J'ai toujours peur de la répétition. Encore une fois, enfin, pour moi, c'est hyper important ce que je disais tout à l'heure, l'originalité dans le scénario. Et là, en fait, savoir que c'est adapté d'un livre de Michael Moorcock et que du coup, il y a un cycle avec voilà une histoire qui doit se dérouler et qu'on n'est pas comme Elf ou les Maîtres Inquisiteurs sur des albums qui vont, en fait, on a prévu d'en faire 50 en 3 ans, si tu veux. Non, là, il y a des choses à dire, c'est inspiré d'une œuvre existante. Voilà, moi, ça me motive aussi pour me plonger là-dedans, quoi. Voilà. Bah, écoute, si vraiment je dois dépeindre le héros, c'est comme je te dis, on est loin du méta-héros, on est loin du gros bill. Là, si tu veux même tout savoir, le héros, il est, comment dire, il est addict à quelque chose. Donc c'est une faiblesse, un petit peu comme un camé, quoi, tu vois, hein, qui est addict à sa drogue. Bah, là, c'est pareil. Donc il doit vivre avec son addiction. Donc tu le vois se débattre avec ça, tu le vois essayer de s'en défaire, c'est compliqué parce que il est, enfin, il Ça est rend plus un que le doute. personnage, Il est ça rend en un personnage recherche de, vulnérable. voilà, il est en recherche de vérité surtout. Il met plus que tout la vérité au-dessus de tout. Et c'est aussi son côté humain et pas, comme je disais, méta-héros qui le rend super intéressant parce qu'il a vraiment un côté humain que son peuple n'a pas. Et il va vraiment partir en vérité de tout ça, des dieux, des origines de sa race et compagnie. Tout en étant qui garde quand même sa réputation de guerrier impitoyable, farouche, dangereux, tout ce que tu veux. Enfin, voilà, quoi. S'il doit buter quelqu'un, il s'en bat les couilles, il lui tranche la tête, quoi. On va dire ça. Donc, Je vais lire ça. Déjà, le bonheur, tout ça. Je vais lire ça avec intérêt. Voilà. Voilà. Du coup, Merci. j'attends ton retour. Eh ben, avec plaisir, je te dirai ça. Merci Louis pour ces deux conseils. C'est bien, on est sur des lectures différentes et je pense que Valentin va nous donner des lectures également différentes. Donc vas-y Valentin. Ouais, puisque vous le savez, moi je suis moins Heroic Fantasy, mais du coup je vais vous proposer des voyages aujourd'hui, des voyages très différents. Alors c'est 3 ouvrages très très différents. Le premier ouvrage, ça sera donc du coup Stanley Green. Je ne sais pas si cette personne vous parle, c'est un homme qui a vécu énormément de choses. Il est né dans les années 40 du côté de Brooklyn et il est notamment connu pour avoir été photojournaliste. Donc c'est un homme qui voyageait sur les théâtres de guerre, de conflits. Il a fait la Tchétchénie, le Tchad, la Somalie, enfin vraiment des lieux de vacances. Ça se passe à quelle époque? En fait, c'est alors pour vous te resituer un petit peu le contexte. Donc c'est un homme qui a vécu de 49 jusqu'à 2017. Donc il est décédé en 2017. Et donc on a 2 auteurs que sont Jean-David Morvan qu'on présente plus puisqu'on en a longuement parlé déjà sur nos réseaux, et un jeune dessinateur, donc Tristan Filaire, qui pour les plus, on va dire, fidèles de Niap, ont eu l'occasion de le croiser parce que j'avais fait un marathon des 23 heures BD à l'Académie Brassard-Delcourt et il avait fait du coup
toute une histoire. En fait, pour très très rapidement, c'est un marathon dessiné avec des contraintes, etc. Et donc j'avais rencontré Tristan, on avait fait des lives ensemble sur la chaîne de Niap. Et donc voilà, il signe avec Jean-David Morvan, c'est sorti en 2020, un récit biographique de cette personne haute en couleur, hein, puisque c'est un homme qui a vécu énormément de choses, qui a connu aussi la chute du mur de Berlin, qui a couvert aussi les premiers pas à l'Est d'un point de vue presse. C'est pas n'importe qui, hein, il a été primé du World Press, c'est un prix pour les photojournalistes. Lui, il l'a obtenu 5 fois. Voilà, Ah ouais, quand pour même. poser un peu les choses. Et donc là, Bakello fait défiler des planches. Donc c'est le récit de sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a vécu plusieurs vies successives, dont on pourrait aussi dire qu'il a aussi, comment dirais-je, un peu consumé sa vie par la racine. Enfin, il a vraiment eu pas mal d'excès aussi dans sa vie. Il a connu voilà, des théâtres d'opération avec des balles, des prises d'otages, enfin, vraiment des choses un peu sensibles. Il a fait des photos qui sont magnifiques et assez humaines, vraiment prenantes. Et donc, la BD mélange à la fois le récit des deux auteurs, donc que sont Jean-David Morvan et Tristan Filaire, qui se sont appropriés sa vie, et des photographies authentiques et du photographe en question pour un peu imager. Donc, ils retracent le parcours et ils imagent aussi avec les photographies officielles de l'auteur en question. Et je ne connaissais pas cet homme et j'ai trouvé ça assez intéressant. J'aime beaucoup le dessin de Tristan. C'est un style assez réaliste et en même temps assez, on va dire, assez léger. Donc c'est pas surchargé de détails et ça collait vraiment très bien avec cette bande dessinée. Par rapport aux planches que tu as envoyées, Valentin, Ouais. j'ai envie de dire, c'est vrai que les dessins ne sont pas forcément ultra fournis en détail, mais il y a comme une vision pour montrer un petit peu la situation à ce moment-là. Mais en revanche, les photos, comme tu dis, il y a des photos vraiment très humaines, mais il y a d'autres photos sur l'une des planches que tu as envoyées qui est particulièrement dure. Je pense pas que ça Encore une soit, fois, ça, oui. ça sera pas à mettre en toutes les mains. Alors voilà, faut bien comprendre que c'est quand même un photojournaliste qui a quand même donc une vie très mouvementée, avec, je disais, pas mal d'excès aussi, mais c'est quelqu'un qui a vécu des théâtres d'opération. Donc dans les théâtres d'opération, il y a des morts, hein, c'est la vraie vie. Hein. Donc il a couvert le Rwanda aussi. Le Rwanda, c'est un génocide, hein, donc Ah oui, c'est oui. pas non plus des théâtres d'opération très simples. Et il avait cette approche de toujours montrer l'humain aussi dans ses photographies. Donc c'est des moments de vie un peu pris comme ça par la photo. On ne parle pas beaucoup de photographes. Je trouve que c'est un art que j'aime bien aussi, donc ça me semblait important et intéressant de mettre ça en valeur. Donc voilà, c'est un super bouquin. Donc on pourrait considérer ça comme un roman graphique, hein, pour ceux qui aiment utiliser l'appellation. Donc c'est assez épais et puis ça apprend des choses. Et j'aime bien apprendre des choses. Et donc pour le coup, voilà, je disais, il y a vraiment des photographies qui ont été reprises tout au long du récit. Donc voilà, c'était à découvrir du coup chez Delcourt et c'est sorti depuis l'année dernière et c'est une 20aine d'euros, donc pour remettre un peu les choses en contexte. C'est l'instant Max Faraday, hein. Quand on parle prix, c'est... Oui, voilà. Max, si tu nous vois, on te fait des bisous. On va passer un coucou à Max Faraday, tout à fait. Bon, je vais vous emmener dans une zone un peu, on va dire, un peu moins triste, même si c'est un contexte aussi un peu compliqué. Là, on part sur quelque chose d'un peu plus maritime. Bouquin graphiquement différent, je l'avais chroniqué en 2018 et puis ils en ont reparlé hier sur TF1 de Chauzet. Chauzet, c'est un archipel de petites îles qui est un peu donc au nord de la Normandie et de Saint-Malo. Voilà, et donc du coup, c'est un petit archipel d'îles, il y a une 50aine d'îles. Et la particularité de cet archipel, c'est que c'est isolé. Hein. Il y a une 40aine d'habitants à l'année, hein, en permanent, donc c'est pas non plus la grosse agglomération. Et l'autre petite particularité aussi, c'est que le coefficient entre marée basse et marée haute est très important. Le différentiel de niveau d'eau entre les deux est très très important. Ce qui fait que la particularité de cette île, c'est le homard. Le homard, il kiffe cette condition. Il
il y a des rochers particuliers avec une typologie assez Et sympathique. le lien, c'est moi, c'est parce que je kiffe le homard. Voilà. Voilà. Mais pourtant, tu bosses pas à l'Assemblée nationale, non Oh Non. On va éviter. On n'est pas obligé d'avoir des menus à l'Assemblée nationale pour apprécier Non, le homard. mais je disais ça en blaguant. Non, par contre, voilà, donc le homard bleu, c'est la spécialité locale, et ça nous amène donc à cette BD. L'archipel donc des îles Chausey, c'est une archipel reculée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient un peu, on va dire, tellement isolés que les Allemands en fait s'en foutaient un peu. Ils disaient mais cette île en fait, elle nous intéresse pas vraiment. Donc ils mettaient des soldats un peu autour, mais l'île les intéressait pas vraiment. Et donc c'est une île qui avait la particularité de pas être vraiment occupée par les Allemands, parce que ça n'avait pas vraiment d'intérêt stratégique. Donc ils étaient un peu hors de la guerre. Et dans ce bouquin, donc dans cette bande dessinée, il se trouve qu'il y a un Américain qui est retrouvé dans les rochers de ces îles. Et donc les habitants de l'île, qui sont donc des pêcheurs de homards, savent pas vraiment s'ils doivent livrer l'Américain aux Allemands ou le cacher. Donc là, il y a, on va dire, une prise de position politique dans un conflit donc qui ne sont pas vraiment partis jusqu'à présent, indépendamment du fait qu'ils soient français. Et donc, ça va un peu faire voler en éclats leur quotidien. Donc voilà, c'est un récit pendant la Seconde Guerre mondiale, en sachant qu'il y a bien eu le 8 juin 1944 un B-24 qui a été abattu avec des alliés à bord, et que par contre il y a eu 5 rescapés, donc c'est vraiment adapté de la réalité. Ce que je peux dire, donc c'est vraiment presque du récit de voyage dans le style graphique, hein. C'est du crayon papier sur du papier craft avec de la peinture, c'est magnifique. Mais c'est un style graphique qu'on n'a pas forcément l'habitude d'évoquer en bande dessinée, notamment sur Niap, mais c'est intéressant aussi de le mettre en lumière. Moi j'aime beaucoup le travail de Sophie Ladame, qui d'ailleurs m'avait fait une magnifique dédicace dans Bleu amer à l'époque où il était sorti. Donc ça c'est un dessin original, hein, sur la... Chouette. Voilà, sur la la page de garde. J'avais bien aimé, et voilà, donc du coup j'étais très fan de leur style graphique. Et bon, l'île Chausey, moi j'ai un lien particulier parce que j'ai une grand-tante qui y a vécu il y a très longtemps, donc ça faisait partie des rares à y avoir mis les pieds, alors qu'il y avait une quarantaine à l'époque de personnes. C'est très touristique ces temps-ci, mais voilà, c'est un archipel peu connu, et j'aimais bien aussi en parler et le mettre en lumière, et c'est chez La Boîte à Bulles, un éditeur du coup indépendant, donc voilà, ça peut être aussi l'occasion de parler d'ouvrages un peu différents. Donc voilà pour ce deuxième album que je vous conseille chaudement, hein. C'est un coup de cœur personnel, hein, donc vous pouvez y aller. Et c'est vrai que visuellement parlant, vraiment intéressant. Ouais, c'est particulier et c'est très intéressant. Et c'est du crayon papier. Et j'ai pu lire sur certains sites que c'était du fusain, mais en fait non du tout, c'est du crayon papier sur du craft. Voilà. Donc on voit un peu la patte, hein, c'est vraiment particulier. Et là on va aller sur quelque chose, un registre encore différent. Donc on est parti de l'international, on est revenu au niveau français, et là on arrive du contextuel. Ouais, c'est du contextuel. On arrive sur quelque chose d'un peu particulier. Alors, dossier médical, tome 3. Alors pour médicaux. Mes dossiers médicaux, tome 3. C'est les coulisses de la saga Vite Carabin par l'auteur VDC, qui est donc maintenant médecin, et qui est surtout, à l'époque, il était étudiant en médecine. Et donc il commentait un peu ce que lui constatait lors de ses études, avec tous les travers, on va dire, le manque de moyens, les conditions d'études qu'il rencontrait. Et c'est déjà très dur de faire des études de médecine, hein, il faut bien se rendre compte. Et lui, il faisait des études de médecine, et en parallèle, il postait des dessins sur Facebook. Ça a tellement bien marché que des éditeurs lui ont proposé de faire ça en bande dessinée. Et donc cet album-ci, c'est les coulisses de la création de la saga Vite Carabin, puisque au-delà des dessins Facebook, c'est devenu une saga bande dessinée chez Hachette. Et donc voilà, ce tome raconte les coulisses, et notamment c'est un moment crucial puisque c'est le moment de l'externat à l'internat. Alors pour être très précis, c'est encore une fois, même quand vous avez passé la première année, vous avez encore des concours un peu comme les Hunger Games, des Hunger Games, donc c'est un peu l'idée. Et donc il raconte la façon dont il a finalement créé sa BD en parallèle de ses examens qui sont déjà ultra sélectifs. Donc il a réussi en parallèle à dessiner la nuit et à écrire ses trucs en parallèle de ses révisions, et il a réussi à passer quand même et à avoir ses examens. Donc c'est quand même un vrai challenge. La particularité de ce bouquin, c'est qu'il est plus seul à la barre. Il a donc Syl Sab qui est à la colorisation, et on voit qu'il y a vraiment, lui il a fait des études de médecine, hein, pas du tout
de bande dessinée. Et donc il a fait appel à donc, une coloriste depuis quelques tomes. Et on voit d'ailleurs qu'en termes de diversité de palette graphique, d'un point de vue colorisation, il y a des vraies belles choses. Et autre particularité de ce tome-ci, donc on a une dessinatrice, Chuli Bunny, donc qui est notamment connue pour du travail sur du jeu vidéo, qui l'aide au dessin. Donc voilà, il y a un mélange entre des dessins qui sont faits par VDC dans cet album et des dessins qui sont faits par du coup Chuli Bunny, donc notamment une des planches que Bakello fait diffuser où on voit en fait une salle d'examen en dézoomé. Donc là c'est un dessin que j'ai repris de Facebook, donc c'est pas le dessin original de la BD. Donc il a commenté un peu la façon dont s'était fait cette BD, mais voilà, le plan de la salle d'examen, ça a été dessiné par Chuli Bunny, donc qui a fait de la 3D aussi pour l'album. Elle a donné un apport un peu frais à la saga. Peut-être elle a un trait par moment un peu plus assuré aussi. Il y a un petit côté un peu cartoon et jeu vidéo, un peu film d'animation dans le personnage. Donc elle a réussi, on va dire, à prendre un personnage qui était quand même un personnage incarné, hein, parce que c'est une BD autobiographique, à se l'approprier tout en gardant la patte initiale de VDC, ce qui était vraiment bien joué. À l'époque, il avait passé un concours, enfin pas un concours, un appel à dessinateurs. C'était elle qui avait été retenue parmi toute la centaine de personnes qui avaient postulé. Et ça colle vraiment très très bien à la BD. Donc si vous faites des études de médecine, ça peut vous intéresser. Si vous connaissez Vite Carabin, ça peut aussi vous intéresser parce que au-delà des dessins Facebook, les dessins en BD sont souvent beaucoup plus assurés et beaucoup plus travaillés que les dessins qu'il peut publier et dessiner sur des brancards après 48 heures de garde, hein, parce qu'il y a aussi ça qui rentre en jeu. Donc moi je l'aime beaucoup. Il y a une vraie écriture d'un point de vue humour que j'ai du mal à retrouver ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une capacité d'écriture qui est assez intéressante. Notamment d'ailleurs puisque du coup il commente on va dire l'envers du décor de la création de sa BD. Il commente aussi les commentaires Facebook qu'il a reçus, donc il en a recollé à certains en les réécrivant un peu pour montrer un peu le contexte dans lequel il était. On est vraiment avec lui dans la publication de sa BD. Moi j'ai bien aimé, j'aime bien son travail. On avait parlé putain de Covid, il avait géré aussi la crise Covid, il avait fait un témoignage, un bouquin assez poignant, une bande dessinée à l'automne dernier, et donc il y a une vidéo sur la chaîne qui vous en parle. Et donc là voilà, c'est les coulisses. Donc c'est vraiment pour le hardcore lecteur de la saga, mais ça a vraiment son intérêt. C'est pas juste un album pour faire de la vente, hein. Il y a vraiment une histoire intéressante. Et peut-être aussi un message à passer. Hein. Voilà, c'est du sujet de société. Hein. C'est du sujet de société, et c'est vrai que c'est dans un contexte, on va dire, sanitaire particulier, voir le quotidien d'étudiants en médecine. Là c'est vraiment sur les études. La saga c'est plus sur le quotidien en hôpital. C'est des sauts dans le temps, hein, parce que là c'est historiquement il y avait une frise chronologique. Voilà. La sortie des bouquins, il y a une frise chronologique pour vous expliquer un peu temporellement comment ça se situe. Et donc là on en est à Dossiers médicaux tome 3. Donc il y a des albums qui sont sortis après, donc on a vu un peu la suite de sa vie d'apprenti médecin. Mais donc voilà, on en a au niveau de ce concours dans cet album-ci. Donc il a un peu de retard sur le Dossiers médicaux par rapport à la saga initiale. Donc il y a eu un retour en arrière, mais ça ne retire rien à la qualité de l'histoire qu'il nous a racontée. Et c'est assez édifiant à découvrir. Avec une bonne dose d'humour, mais en même temps de dérision et d'autodérision. Oui, alors il y a pas mal d'humour, hein, dans ces albums, des fois un peu de cynisme aussi sur ce qu'il peut constater, et on se dit ça va pas être évident. On sait que c'est pas évident, mais la manière dont il le décrit, c'est vraiment cathartique, et du coup ça apporte un éclairage sur leur quotidien, et on se dit j'ai pas envie d'être à leur place, quoi. Quand t'es obligé de dormir dans une salle de garde avec des vitres cassées, des lits qui n'ont pas été changés, voire qui ont des lattes cassées, machin, alors que tu t'es enquillé des gardes avant et que tu bosses comme un forcené, c'est pas évident. Donc voilà. Et il a le temps de faire des BD à côté, donc voilà, c'est assez inspirant. En tout cas, on fait toujours bon courage aux équipes médicaux, tout ça, même si on s'approche peut-être en fin de crise. Eux, derrière, ils sont toujours au taquet, donc on les salue au passage. C'est clair. Donc voilà. Alors là, donc Valentin nous a présenté ses BD. Donc comme Julien l'a dit tout à l'heure, on regarde le meilleur pour la fin. Oui, ça va être mon tour pour une fois. Et on va rester un petit peu dans le milieu de la médecine avec un comics qui m'a un petit peu tapé à l'œil par sa couverture, parce que
faut savoir que généralement, quand j'achète des BD, que ce soit des mangas, des comics ou de la bande dessinée, je suis une série que je connais un petit peu en parallèle ou que j'ai découvert un petit peu par hasard. Mais lorsqu'il y a un nouveau, quand c'est un comics ou un nouveau cycle ou quoi que ce soit qui sort, et ben c'est souvent la couverture qui peut me taper à l'œil. Et là c'est le cas pour le Doctor Strange, le chirurgien suprême. Alors c'est bien entendu chez Marvel par Wade Walker, où là on retrouve donc Doctor Strange, l'un des héros phares de l'univers Marvel, dont on a vu les prestations au cinéma, que ce soit dans le film éponyme ou dans les deux films sur le Infinity War et Endgame. Donc là, Doctor Strange, il fait partie de ces héros qui ne se cachent pas derrière un masque. Il dit « Je suis Doctor Strange, je suis le sorcier suprême ». Il fait partie de ces héros qui n'a pas d'identité secrète. Et là, c'est un contraste que j'aime bien justement par rapport à l'univers DC et à l'univers Marvel. C'est que chez DC, il y a énormément de héros qui tiennent à leur vie privée et qui ne se dévoilent pas, même si de plus en plus de héros se font démasquer. Chez Marvel, c'est plutôt l'inverse. Les héros n'ont pas peur de s'afficher. Mis à part pour Spider-Man, je pense que Valentin était en train d'y penser. Là, dans le cas présent, Doctor Strange assume ses deux boulots. Donc, il est toujours neurochirurgien grâce à ses sorts qui lui permet de toujours pouvoir faire les opérations comme avant, malgré son accident. Mais à travers le prisme de son pouvoir, il découvre que les maladies ont un visage démoniaque. Donc, il y a une sorte de soin qui est apporté, et en même temps, j'ai envie de dire, pas de spiritualité, mais d'exorcisme qui est apporté par rapport à ses patients. Et c'est un contraste qui est fait au niveau de son univers, de son métier. Et il faut savoir une chose, c'est que au niveau de son boulot, ses supérieurs sont parfaitement au courant de tout ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Ça crée des dissensions parce qu'ils disent « Ok, tu veux faire le super-héros, il n'y a pas de souci, mais en revanche, tu nous donnes des heures où tu es là et tu es là. » Et ça crée justement aussi des dissensions dedans, ce qui est très intéressant. Et là, dans cette aventure, pour ne pas spoiler, un ancien héros qui a fait partie donc, des Avengers pendant un temps fait son retour et va aider Doctor Strange sur un problème qui le concerne personnellement, qui est le vol des objets magiques de sa forge. J'en dis pas plus pour ceux qui veulent découvrir. Ça a été publié de 1 à 6 tomes durant l'année 2020. Je l'ai acheté peu de temps avant que malheureusement mon PC soit en rade, qui fait qu'on n'a pas pu faire les lives. Mais on y retrouve une patte graphique qui est vraiment magnifique, que j'ai rarement trouvé. Il y a d'ailleurs je suis en train de rechercher l'album là et je le retrouve pas. Le chirurgien suprême. Doctor Strange, chirurgien suprême. Et les auteurs, c'est qui? Alors, la question qui apparaît, c'est Wade Walker. Alors, à mon avis, c'est deux auteurs, c'est Wade et Kev Walker. Alors, peut-être pas Kev Walker. Je vais regarder ça, ok. Mais il m'intéresse, ouais, effectivement, comme album. Bon, moi je vais faire le noob. Admettons. Mark Wade et Kev Walker. Voilà, bravo. Kev Walker, alors Kev Walker, c'est bien. Attends, je fais juste une pause par rapport à ça. Kev Walker est un artiste que moi j'aime beaucoup. Alors Mark Waid, scénariste comics connu et reconnu. Kev Walker, c'est celui qui a créé Dr. Aphra, qui est un personnage en fait dans Star Wars, qui est un des personnages qui a été créé en fait depuis que Disney a racheté la franchise. Et j'adore son trait. Il a un trait toujours expressif et toujours plaisant. Donc je vais acheter cet album pas plus tard que demain. Voilà. Merci Bakelo. Je t'en prie. Moi en tout cas, c'était un pur régal la lecture. Je mettrai juste un petit bémol. Alors c'est un problème que j'ai retrouvé dans un autre ouvrage, enfin une trilogie que j'ai lue il y a un petit moment. J'ai trouvé la fin un peu trop rushée à mon goût. J'aurais préféré... Souvent, côté comics, c'est un peu les fins d'arc, etc. C'est un peu compliqué. Valentin, tu voulais faire ton noob?
Ouais, je voulais faire mon. Admettons, voilà, t'es pas familier de l'univers voilà, de super-héros. Est-ce que tu peux commencer par ça si tu t'intéresses au personnage ou est-ce que c'est pas accessible d'entrée de jeu Ceux qui ne connaissent pas Doctor Strange, je viendrai de déconseiller parce que ça plonge directement dans cet univers mystique, sans savoir le pourquoi du comment, c'est quoi sa forge, et ainsi de suite. C'est plutôt un comics que je viendrais à conseiller pour ceux qui connaissent au moins le personnage, ne serait-ce au moins que par les films pour avoir déjà une idée. En sachant qu'il y a un personnage qui revient, comme je l'ai dit, qui a fait partie des Avengers. Je ne donne pas plus de détails sur ce personnage qui revient, mais même moi je ne le connaissais pas, donc j'ai dû me taper d'autres lectures, et ça donnait une autre vision par rapport à ce personnage qui est de retour, qui a fait que ça m'a donné durant ma seconde lecture encore plus appréciable. Donc voilà. D'accord. Alors, juste pour répondre à ta question, je pense que Doctor Strange, pour ceux qui voudraient commencer, j'ai pas la connaissance de celui dont on parlait tout à l'heure, Max Faraday. Par contre, moi, ce que je ferais, c'est si vous voulez commencer Doctor Strange et que vous avez vu le film, notamment de Marvel, on peut, donc sachant qui il est, qu'il est chirurgien, qu'il est sorcier, etc., on peut commencer par la série de Chris Bacalo, qui a été édité en 100% Marvel, qui, je trouve, poursuit bien le film, en fait, l'univers du film. Et je crois il y a 3 ou 4 tomes dans cette série en 100% Marvel chez Panini, et le dessinateur est Bacalo, et j'ai oublié le scénariste. Mais ça se retrouve assez facilement. Hein, voilà. Alors, pour finir, juste une chose, c'est qu'on va finir assez vite. Hein, mine de rien, le temps passe. Donc, j'ai un deuxième. Voilà. Donc, deuxième comics que j'ai lu. Encore beaucoup de bouquins ou pas? Non, j'ai un deuxième bouquin et c'est tout. Et pareil que pour. Voilà. Pareil que pour Doctor Strange, c'est la couverture qui m'a donné envie, et surtout le 4e de couverture, le retour du Messie. Alors, je vais juste vous lire un petit peu le 4e de couverture pour que vous compreniez pourquoi. Alors, je suis quelqu'un qui adore rigoler, tout ça, j'adore un petit peu la satire, tout ça. Dieu ordonne à Star, le super-héros le plus puissant de la Terre, d'accueillir son fils, autrement dit Jésus, en tant que colocataire, afin de lui apprendre à utiliser ses pouvoirs de manière plus puissante et spectaculaire. Jésus, choqué par la façon dont les humains ont déformé son message et celui de son père, jure de tout faire pour remettre les choses en place. C'est là que les ennuis commencent. Vous vous rendez compte que pendant très longtemps, il y en a qui se sont moqués sur le fait, oui, ceux qui ont écrit, qui ont créé Superman, ils ont plagié Jésus, tout ça, qui est un running gag au niveau des geeks. Là, vous avez quand même 2 mecs, enfin plusieurs personnes qui ont mis ça en œuvre. Ça, c'est vraiment l'archétype du super-héros. Et chose que j'ai adoré dedans, c'est que entre l'histoire qui est racontée sur le moment, sur ce qui se passe dans la vie privée de Sunstar, et lorsque Jésus raconte son passé, le style graphique change pour donner vraiment cet aspect de 3 univers différents qui se rejoignent sur le présent. D'ailleurs, Sunstar, bizarrement, est avec sa compagne qui elle-même est journaliste. On voit pas du tout de qui on peut penser. Hein, non, je vois pas. Mais ce qui est très drôle, c'est un petit peu, au début, c'est l'innocence qu'a Jésus vis-à-vis de ce monde, parce que lui, il voit encore le monde tel qu'il était il y a 2000 ans. Et il a aussi des traumatismes par rapport à ce qui a passé il y a 2 ans. Les auteurs ont quand même respecté l'histoire de Jésus telle que c'est décrit dans la Bible. Et d'ailleurs, il s'est pris les foudres d'extrémistes juste parce qu'il allait écrire une histoire sur Jésus. Alors que je crois juste, pas pour t'interrompre, et en fait, le comics devait être édité chez DC Comics, je crois, qui au final a refusé de l'éditer, et c'est Ahoy Comics qui a repris l'édition. Et Ahoy Comics avait notamment passé un contrat avec Delcourt pour l'édition VF. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, chose intéressante, ça je ne vais pas vous le décrire parce qu'il faudrait que je me reprenne mes notes et je ne les ai pas. À la fin de l'œuvre, il y a la note
justement de l'auteur par rapport à ses déboires sur la création de ce comics. C'est un comics qui est quand même rempli aussi bien de messages très positifs, d'humour très satirique au niveau de la société et tout ça, et aussi de ses dérives. Et autre chose, ça montre aussi donc le super-héros qui est Sunstar, donc des clins d'œil à Superman, par rapport aussi, oui, il paraît, par rapport à ces difficultés qu'il y a, et dedans, il y a aussi un personnage, alors celui-là, je me suis dit, mais le mec qui l'a créé, en fait, ne devait pas aimer Batman, parce que alors là, il nous a fait une caricature de Batman, mais Batman raté, c'est juste, mouah, c'est génial. Donc, le retour du Messie, verset 1, le verset 2, j'avoue que je l'attends avec grande impatience. Je ne regrette absolument pas cet achat. Je me suis dit, bon, j'achète à cause de la couverture, de la 4e de couverture, parce que j'ai trouvé ça super drôle. Mais les personnages sont vraiment... moi, je l'ai trouvé bien écrit, que ce soit Sunstar, que ce soit Jésus, que ce soit Dieu, et que ça soit même Satan. Je vais pas spoiler de tout ce qui se passe, mais on s'est bien démontré les dérives de notre société, les problèmes qu'il y a, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique, mais que ce soit aussi au niveau de la religion. Voilà, ça, j'ai envie de dire que même sur les doubles achats que j'ai fait, c'est mon gros coup de cœur. Voilà. Et je vais faire mon si t'as pas lu les épisodes d'avant et tout, ça marche aussi ou Il n'y a pas d'épisode d'avant. Il n'y a pas d'épisode d'avant. C'est juste. C'est le noob complet en fait. 2000 ans de texte à rattraper, tu vois, donc je sais pas si c'est accessible. Alors, il y a eu beaucoup de réécriture de. Alors, pour ceux qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas lu la Bible, tout ça, ça peut être intéressant, ça peut donner une idée, peut-être envie de lire vraiment comment c'est décrit l'histoire de Jésus, tout ça, et un petit peu comment dans la Bible Jésus est présenté, et se poser la question au niveau de la religion, comment certains se comportent en son nom. Donc là, il y a une critique qui est assez acerbe par rapport à ça, mais que je trouve d'une certaine justesse, c'est pas forcément stigmatisante par rapport à ces personnes, mais juste pour dire attendez les gars, vous croyez en lui, mais vous vous rendez compte que vous allez carrément dans le sens inverse de ce qu'il disait. Voilà. Il n'y a pas de préjugés en tout cas. Moi en tout cas, je ne l'ai pas lu comme ça. C'est intéressant, et quand tu dis ça, moi ça me fait penser à un autre comics qui parle de Jésus. En fait, c'est signé Sean Murphy. Alors Sean Murphy, c'est Batman White Knight. C'est un dessinateur qui a travaillé aussi sur les Chrononautes. Et il avait signé Punk Rock Jesus, qui moi est un de mes comics préférés, qui est un comics en noir et blanc. Et en fait, le pitch de l'histoire, on en parlera certainement un jour. Le pitch de l'histoire, c'est qu'ils ont trouvé le moyen de cloner en fait Jésus, et qui clone Jésus. Et en fait, Jésus est un bébé, il va grandir, et la télé va le faire grandir dans une émission de télé-réalité. Et on imagine très bien ce à quoi va être soumis en fait le petit garçon, qui très rapidement va prendre son indépendance parce que c'est Jésus, quoi. Et voilà. Et donc ça donne une autre vision. Alors j'ai pas lu du coup le truc, mais ça donne une autre vision un peu punk complètement du truc. Et ça peut être intéressant aussi. On en parlera certainement plus en détail un jour. Et pareil, pour revenir sur une autre œuvre qui parle aussi de Jésus, qui est très connue chez les amateurs de manga, ça s'appelle Les vacances de Jésus et de Bouddha, de Nakamura, l'auteur de manga, pas la chanteuse. J'ai précisé, qui est sorti il y a plus de 10 ans, voilà. Mais pareil, qui est un manga fait de légèreté, mais pas de moquerie. Bien. Eh bien, ça va être l'heure. Merci beaucoup à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de partager des avis. Et j'ai trouvé aussi, on ne s'était pas concerté pour savoir quelles étaient les lectures de chacun et de chacune. Et ça fait un panel hyper varié. Donc c'est toujours plaisant d'en parler et de partager ça non seulement avec l'équipe, mais avec vous tous et toutes. Pour annoncer les prochains lives très vite, je pense qu'on va avoir un live sur l'Arco Winch qu'on avait déjà annoncé, qui prend un peu de temps, mais on reviendra un peu dans le même concept que celui qu'on avait fait sur Zombillenium, pour revenir sur le personnage, sur la série, et notamment sur l'album qui est sorti sur les origines en fait de Winch.
Et puis, alors je vais pas tout dire, mais je vais faire vraiment un teasing. Un autre live où on aura non pas un, mais 2 guests que j'annonce pas du tout pour le moment, parce qu'il faut qu'on se cale une date et ce sera encore l'occasion d'avoir pas mal de fun et de partager des bonnes lectures et des avis et de la rigolade. Donc on vous annoncera ça très vite. En attendant, oui, alors notre patron a quelque chose à dire. Oui, Big Boss. Et il y a un live le 15 juin prochain. Exact. J'allais le dire. Exact. Sur un éditeur indé avec une ou deux œuvres, c'est ça, spécifiques. Donc le 15 juin, on ne manquera pas de vous utiliser ça sur les réseaux, histoire que vous preniez le créneau. Et donc ce live sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. En attendant, on vous salue tous et toutes et on vous souhaite un bon week-end. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut.